C'est sûr que... C'est tout le temps qu'on avait. Merci. Je cède maintenant la parole à la députée de Verdun. À mon tour de saluer M. le ministre et toute l'équipe du ministère de l'Économie. J'ai entendu une question similaire aux collègues de l'opposition officielle concernant le plan PME. Vous venez de répondre, M. le ministre, qu'il y a d'autres mesures qui vont être annoncées, qui vont être bonnes. Donc, le plan va être bonifié par la suite. J'aimerais vous entendre sur ces annonces-là. Est-ce que vous avez, un, des délais pour ces annonces et deux, la nature des programmes qui viendront? Est-ce que c'est d'autres programmes ou est-ce que c'est à l'intérieur du plan PME? Le plan PME, dans son ensemble, va être dévoilé sous peu. J'avais évoqué ça dans la dernière commission. Ça va être sorti prochainement. On le travaille, on le finalise actuellement. Donc, c'est juste pour bien comprendre, l'enveloppe qui est annoncée dans le budget, c'est 42 millions. Autre que les 42 millions, est-ce qu'il va y avoir d'autres annonces au courant de l'année pour venir bonifier cette enveloppe-là? Il va y avoir d'autres argents qui vont être ajoutés au plan PME, à part ce qu'on a trouvé dans le budget, qui était le nouvel argent. C'est quoi la nature de ces annonces-là? Est-ce qu'on parle des retours des programmes, des 8 programmes qui ont été interrompus? Là, je ne vais pas refaire la liste. Est-ce qu'on parle de retour de ces programmes-là ou est-ce qu'on parle d'autres types d'accompagnement? Recentrer la priorité et donc l'argent qui a été retiré de certains groupes, elle a été retirée, ils le savent. On a été en contact avec eux, ils ont été avisés et accompagnés. Dans plusieurs cas, on les accompagne dans la fin de ces financements-là en leur donnant des argents pour permettre une fermeture ordonnée. Et donc, dans tous les cas, on les suit de près et ils ont été avisés et sont accompagnés. Je vais continuer. En ce qui concerne les mesures de soutien aux entreprises québécoises qui sont affectées par l'imposition des tarifs douaniers américains, là-dedans, il y en a des petites et moyennes entreprises. Le programme Frontières concerne les entreprises québécoises avec un chiffre d'affaires d'au moins 3 millions de dollars, dont 25% vient des exportations vers les États-Unis. Donc, ma question initiale, c'est pourquoi avoir fixé le seuil minimal d'admissibilité à 3 millions de chiffre d'affaires? N'est-ce pas une façon aussi, ça peut exclure là, des petites entreprises qui sont soit exportatrices et qui sont pourtant affectées par les tarifs? J'ai posé cette même question à l'administration et la bonne nouvelle, elle est deux choses. La première, c'est que le pourcentage d'entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 3 millions, qui font de l'exportation en volume, c'est minime dans l'économie québécoise. Par contre, j'ai insisté et on va avoir un programme pour les moins de 3 millions qui va sortir sous peu. Entre-temps, ces entreprises sont éligibles au financement à travers du programme POPME. Quel programme? Le POPME. Excuse-moi, Parezo. Parezo, c'est ça. Je vais revenir parce que j'ai des questions sur Parezo, juste pour... donc, vous avez dit qu'il va y avoir une autre annonce complémentaire pour les entreprises de 3 millions et moins qui sont touchées. C'est qu'on va étudier la question, on a posé la question. En ce moment, ça ne semble pas être un enjeu parce que la majorité des gens qui sont affectés n'ont tout simplement pas un fonds de roulement qui est supérieur à 3 millions. Si ça devenait un problème, on a un programme qu'on a réfléchi et regardé qu'on pourrait lancer. Entre-temps, le Parezo est là pour les accompagner, les entreprises. Parfait. Puis juste pour l'information, parce que vous avez évalué les nombres d'entreprises, vous avez dit que le pourcentage est très petit. Pouvez-vous nous le donner? Je peux vous le donner. Il y en a 12 demandes à l'intérieur du programme en ce moment. OK. Donc, il y a 12 entreprises. Est-ce que ça, c'est 12 entreprises qui sont touchées par les tarifs qui sont dans un chiffre d'affaires en bas de 3 millions? Pardon, non, qui sont plus de 3 millions, qui cadrent dans le programme 3 millions. On n'a eu aucune demande en bas de 3 millions. OK. Merci pour les compléments. Par la suite, on parle d'une entreprise dite stratégique qui peut donc bonifier d'une aide supérieure à 10 millions. Est-ce qu'il y a une grille publique ou quels sont les critères pour déterminer ce qui est une entreprise stratégique pour le gouvernement? Ça, c'est... on vous laisse donner la flexibilité dans le programme de gérer à la pièce. Et donc, on va les prendre au fur et à mesure. Je vais vous donner un exemple. Une entreprise en région qui fait de la soudure. Dans une région comme à Montréal, peut-être, une entreprise de soudure qui ferme, qui est affectée, c'est le cycle économique normal, peut-être ça se peut.
peut-être lui ne serait pas considéré stratégique. Par contre, si on s'en va dans une région où il y a une entreprise qui fait de la soudure, puis l'écosystème entrepreneurial dépend de cette entreprise-là, puis elle est centrale dans son rôle dans cette région-là, bien là, tout à coup, par le fait même qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent faire le travail, elle devient stratégique. Donc, on voulait être capable de répondre à ces cas d'exception-là en ayant un programme qui est capable de gérer à la pièce les situations qui pourraient subvenir comme ça. Mais je me questionne sur la stratégie de gestion à la pièce parce que l'avantage d'avoir une grille, c'est aussi d'avoir un certain sens équité aussi envers les différentes entreprises qui vont faire appel au programme, là, parce qu'on dit que des aides de plus de 10 millions seront accordées pour des entreprises considérées stratégiques. Donc, notre question, c'est de savoir comment ces demandes-là vont être traitées. Collègues, on ne s'assoit pas en comité puis on décide au pouce. Là. Il y a des critères qui sont écrits. Il faut que ce soit une entreprise qui joue un rôle clé dans le secteur d'activité, un maillon essentiel, un chef de file qui se démarque dans son activité, un rayonnement à l'international, un employeur d'importance. Il y a des critères qui sont établis, qui sont évalués à l'intérieur de ce programme-là. Un peu plus satisfaite de cette question. C'est un peu le sens d'avoir les critères pour bien comprendre, parce que je comprends qu'il peut y avoir des exceptions, mais la façon qu'on va déterminer, puis je pense que c'est l'argent public, là, c'est de le faire de façon équitable à ces moments-là. Parlons du programme par réseau, vous l'avez nommé tout à l'heure, puis ma question portait, quel type d'entreprises sont admissibles à ces programmes-là? C'est quoi le profil? C'est ça. Toutes les entreprises qui sont en difficulté ou qui se trouvent en difficulté, je les invite à demander de l'aide, puis on va l'évaluer. Donc, c'est des gens qui sont affectés par les tarifs, qui doivent ou qui reçoivent pour une raison qui sont affectés. Là, fait que le programme est vraiment assez ouvert pour ces gens-là qui se sentent concernés par ça. Donc, on peut aller jusqu'à 100 millions dans le par-réseau. On a reçu 5? Excuse-moi, j'avais 11, pardon. Donc, on a reçu 5 demandes dans l'intérieur du par-réseau. Et l'idée, c'est que les gens qui se sentent lésés, qui sont capables d'articuler dans un plan d'affaires une diminution significative des ventes. Il y a toutes sortes de critères qui sont établis par le ministère pour mesurer l'impact, mais on va arriver à le faire. Je voudrais juste rappeler à la collègue, ce programme-là est beaucoup calqué sur ce qu'on a fait durant la pandémie avec aussi le programme Feu. On est habitué de gérer ces situations-là d'exception parce qu'on les a vues par le passé là, pour vraiment arriver à trouver un bon équilibre entre qui a vraiment besoin d'aide et qui ne l'a pas. Donc, l'expertise, malheureusement, on l'a acquis sous 2 mandats assez mouvementés. Je comprends. Et, donc, les montants vont être autour des 100 millions. C'est ce que vous avez répondu, puis c'était ma prochaine question, là, quel montant pour ce programme? Vous avez dit autour de 100 millions. Et de ce que je comprends, c'est toute entreprise qui vit des difficultés, qui sont touchées par les effets des tarifs et qui ne sont pas admissibles au programme Frontières, ou est-ce qu'on peut compléter un peu de deux? On peut faire appel aux deux? Bien clair, le par-réseau, c'est pour le bois d'œuvre seulement. C'est les gens qui sont affectés par le bois d'œuvre seulement. OK. Fait que par réseau, c'est juste pour le bois d'œuvre. Mais tout à l'heure, quand je vous ai posé la question pour les entreprises qui ont des chiffres d'affaires de moins de 3 millions, vous avez dit, venez me voir parce qu'il y a le par réseau. Il y a des entreprises qui ne sont pas dans le bois d'œuvre, qui sont des PME là, qui sont touchées. Est-ce que ces PME-là rentrent dans le par-réseau, rentrent en frontière ou pas? Okay. Il y a le par-réseau qui est là pour le bois d'œuvre. C'est ces gens-là qui, en ce moment, sont le plus affectés par les tarifs et c'est eux qui seraient considérés comme peut-être éligibles à aller chercher, à avoir besoin d'aide parce que eux, ça se peut qu'ils exportent 100 puis sont en bas de 3 millions. Bon. Ça, c'est le cas type de personnes qui, normalement, seraient affectées par ça. Sinon, il y a d'autres programmes d'aide qui peuvent être disponibles, notamment pour les plus de 3 millions. En bas de 3 millions, on n'a reçu aucune demande. La réalité, c'est que, mettons, pour arriver au critère de 25 d'exportation minimum, en bas de 3 millions, c'est c'est improbable. Donc, on a travaillé à l'interne un plan pour répondre si jamais ça devenait un problème, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a déployé pour le moment parce qu'on est convaincu que le nombre est insuffisant pour pouvoir justifier un programme entier. Mais on est prêt à répondre présent le cas échéant. Je vais avancer avec les temps que j'ai. Nous avons eu déjà la chance, Monsieur le ministre, de parler des questions d'achat local dernièrement dans l'étude dans le projet de loi. Vous avez bien expliqué ce qui était de votre ressort, ce qui était du ressort de votre collègue
du Conseil du Trésor. On a bien eu une stratégie nationale d'achat d'aliments québécois. Parmi les objectifs et dans ces projets de loi-là et l'application, il y a une marge préférentielle qui est donnée au plus de 10 un organisme public peut accorder pour des contrats d'approvisionnement auprès des petites entreprises québécoises pour des biens, des aliments, des produits ornementaux, des matériaux de construction. C'est super. On est en train de donner plus de chances à nos PME pour avoir un accès au marché public. Est-ce que du côté de votre ministère, avez-vous un suivi, avez-vous des informations ou des évaluations qui sont faites, qui vous ont données de la part du Conseil du Trésor sur l'effet de donner cette marge préférentielle-là, combien de PME en bénéficient et c'est quoi l'effet global sur l'économie? Vous avez raison, c'est un dossier qui est partagé avec ma collègue du Conseil du Trésor. C'est des conversations qui sont récurrentes. On les challenge beaucoup sur l'importance de l'achat local et on tente de faire atterrir des programmes et des processus pour y arriver. La difficulté est dans le comment. Tout le monde est d'accord avec le principe de faire de l'achat local, mais quand on vient à déterminer le comment et le pourquoi, c'est là qu'on rencontre des difficultés. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas les contrats qu'on va donner, on a tendance à faire le plus bas soumissionnaire. Ça, c'est facile à justifier et à expliquer à la population québécoise pourquoi on a pris un produit versus un autre. Quand on vient avec des mesures qualificatives, produits du Québec, l'environnement, fait que des critères de ESG, tous des critères importants pour les Québécois dans l'achat local, c'est plus difficile de chiffrer l'économie québécoise. Fait que, mettons, je peux avoir un produit qui est 1 $ plus bas soumissionnaire, mais je choisis celui qui est 1,5 parce qu'il a voyagé moins loin, il a créé de l'emploi. Quand vient le temps d'expliquer le pourquoi en fait le 1,5 est moins cher que le 1, c'est très difficile d'opérationnaliser le tout. Et donc, on a de la misère à faire atterrir les procédures, les processus qui vont nous permettre de le faire régulièrement. La bonne nouvelle, c'est que ça se fait. On a calculé, on a fait le suivi de certains exemples. Il y en a eu une douzaine l'année passée, je crois, et on continue à encourager les gens à aller dans ce sens-là. Mais comment garder l'équilibre de les Québécois en ont pour leur argent, et dans ce cas-ci, c'était applicable, et dans d'autres cas, ça l'est moins. Elle est là, la difficulté de le faire, mais on est en constant contact avec eux. Merci. Le temps file, je pourrais vous parler encore plus d'achat local, mais j'aimerais vous amener sur un sujet dont on entend parler très peu. Quand on parle d'achat local, mais il faut qu'on ait des commerces locaux. Il faut que ces commerces locaux aient accès à des lieux pour vendre, pour produire. Puis il y a un enjeu sur lequel des sociétés de développement commercial, des commerces locaux m'ont beaucoup sensibilisé dans les derniers mois, c'est l'accès à des espaces commerciaux. Puis je ne sais pas si vous le savez, Monsieur le ministre, mais il y a peu de réglementations au Québec qui assurent en fait une négociation ou l'accès à ce qu'on appelle la location des espaces commerciaux, les fameux baux commerciaux. Et moi, ce que j'ai vu, que ce soit sur des rues commerciales, à Montréal, à Québec, un peu partout, c'est l'augmentation du coût de la vie, fait aussi que l'augmentation du prix de location des espaces commerciaux. Et on a des petites entreprises qui ne sont pas capables de suivre, puis on n'a rien au Québec qui encadre ces négociations-là, cette location-là. Moi, j'aimerais ça vous entendre, Monsieur le ministre, si vous reconnaissez qu'il y a une absence de mesures pour l'encadrement des baux commerciaux qui nuit à un nombre croissant des commerces et des PME au Québec. Est-ce que la collègue essaie de dire que le gouvernement du Québec devrait s'ingérer dans les négociations entre les commerçants et les propriétaires d'établissements pour fixer les loyers commerciaux? En fait, ce n'est pas nécessairement de les fixer. C'est qu'en ce moment, c'est des négociations de gré à gré. Dans le locatif, on a par exemple un bail type qu'on fait signer, mais du côté commercial, ça n'existe pas. Puis quand il y a du gré à gré, il y a même des propriétaires qui peuvent dire « je n'ai plus le goût de renouveler » bail et gardent des locaux vides parce que c'est plus profitable, en fin de compte, les garder vides puis augmenter par la suite des prix et ça augmente. En fait, ça favorise les grandes bannières. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que vous êtes penché là-dessus? Parce que c'est quelque chose que les commerçants nous en parlent beaucoup, puis ils ne sont pas capables de suivre, puis il n'y a rien qui encadre et qui leur permet d'avoir des outils de négociation.